Bienvenue sur le podcast. Moi, c'est Issouf. Aujourd'hui, on a une très grande invitée. Son nom, c'est Apolline Traoré. Elle est réalisatrice de cinéma. Elle est africaine, burkinabé aussi. Bienvenue sur le podcast et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Euh, vos premiers pas dans le cinéma, c'était en 2000? Alors, je dirais 2001, plus précisément. Parce qu'après mes études, évidemment, je pense que ma première production, la première fois que je suis venue à Ouaga, je suis revenue au Burkina, c'était en 2001, que je découvrais même le FESPACO que je ne connaissais pas. Okay. Mais en tant que professionnel, ma première production était en 2002-2003. Okay. Mais en 2001, quand vous êtes venu, je pense que vous êtes venu parce que votre film a été sélectionné pour le FESPACO, je pense. C'est ça. Mon court-métrage, c'était en fait mon film de fin d'études. Et ça, c'était le prix de Lyon, non? C'était le prix de Lyon, okay. C'est ça. Quelles étaient vos émotions quand ça a été sélectionné pour un festival? En fait, pour vous dire la vérité, j'ai eu mon diplôme en 98. Hein. Et puis après, j'ai commencé à travailler à Hollywood. Voilà, j'étais dans l'atmosphère hollywoodienne. Et c'est ma mère, en fait, qui m'a dit, mais tu sais qu'il y a un FESPACO, il faudra envoyer ton film. Je lui dis, mais FESPACO, c'est quoi? Je ne connaissais pas du tout. Wow. Qu'est-ce que je vais aller faire au Burkina, FESPACO et tout. Elle m'a dit, non, tu sais que c'est important et tout. Bon, puis après, voilà, j'ai envoyé le film comme ça, sans plus, hein. Et après, on m'a dit que c'était sélectionné. Je dis, ok, bon, sans plus. Je continue à travailler sur place. Et après, ma mère me dit, il faut que tu viennes. Je dis, mais attendez, vous savez qu'aux États-Unis, on ne se lève pas et puis on dit, je m'en vais. Ouais. Alors, je vais être envoyée, je ne peux pas partir. Bon, elle a insisté. Finalement, je suis rentrée, je suis venue au FESPACO. Et j'étais vraiment dépaysée. C'était extraordinaire ce que j'ai vécu, ce premier FESPACO 2001. Parce que là, je découvrais le cinéma africain que je ne connaissais pas. Je découvrais les réalisateurs africains, les Sambène, les Idrissa, les grands noms du cinéma que je ne connaissais pas du tout. Et Gaston. Et je me suis dit, mais je suis chez moi. C'est ma place ici. Qu'est-ce que je fais à Hollywood? Mais bon, en même temps, j'avais aussi mes attaches là-bas. Mais voilà, à cette date-là, je ne pensais pas encore revenir, mais c'était quand même une grande découverte. J'étais un peu perdue, je connaissais personne. J'essayais de m'intégrer aussi bien que mal. On m'appelait l'américaine parce que j'avais un peu perdu mon français. Voilà. Je pense qu'on vous appelle toujours l'américaine. Bon, ils veulent le dire comme ça, mais je pense que quand même je suis assez bien intégrée. Mais le fait d'être sélectionné, ça vous a fait quelque chose? À l'époque, non, sincèrement, parce que comme je vous dis, je ne connaissais pas le FESPACO. Pour moi, Hollywood était l'endroit où il fallait être. Donc, quand on sélectionne mon film au FESPACO au Burkina, voilà, c'était sans plus, quoi. J'ai pas pris ça comme un wow. C'est sincèrement quand je suis arrivée que je me suis rendu compte de l'ampleur de ce festival. Mais aujourd'hui, quand vous réalisez un film et on sélectionne ça dans les festivals, il y a de l'émotion, je me dis. En fait, ça dépend. Quand on arrive à comment dirais-je, un certain niveau de sa carrière, il y a des festivals où vous battez pour y arriver, pour y entrer. Et je pense que ce sont ces festivals-là, comme on dit, the Big Fives, qui sont dans le monde les 5 plus grands festivals du monde. Ce sont ces festivals aujourd'hui que moi, je cours après. Maintenant, voilà. Après, évidemment, il y a des plus petits festivals où, oui, tu as toujours une émotion de satisfaction quand tu es sélectionné. Parce que, évidemment, tu rencontres des spectateurs, tu rencontres des gens qui vont regarder et qui vont apprécier ton film. Donc, pour chaque film et pour chaque festival, et surtout, on essaie d'aller dans plusieurs pays pour avoir un peu le feedback de chaque communauté, parce qu'évidemment, un film, et on essaie de le rendre universel comme on peut, et c'est par rapport à la réaction des gens dans les différents pays qu'on se rend compte, est-ce que, justement, le message est universel ou pas. Donc ça, c'est une belle expérience. Quelle est l'une des réactions d'un de vos films qui vous a plus marqué?
Alors, je pense que c'était après mon film d'études, Le Prix de l'Errance, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Kunandi. Kunandi. Voilà. Et dans ce film-là, je me rappelle que ce film a été sélectionné à Sundance. Sundance Film Festival. Et quand je suis allée, après la projection, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi en me disant « Ah, le film est fantastique, il est extraordinaire et tout. Ce que vous avez fait en studio est extraordinaire. » Parce que le film se passait dans un village. Et dans un vrai village, dans mon pays. Et eux, ils pensaient que c'était un studio. Ils pensaient que ça avait été fabriqué. Vous imaginez en fait le choc de culture. Oui, ils pensaient que c'était un studio, que c'était fabriqué et que ça n'existait pas vraiment. Wow. Je leur ai dit, mais de quoi vous parlez? Ce sont les villages chez nous. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Après ça, j'avais fait un film qui parlait un peu d'impuissance, l'impuissance des hommes. Et je me rappelle qu'après la projection, il y a un homme qui est venu me voir assez furieux en me disant qui suis-je pour parler des hommes impuissants? Qu'est-ce que j'en sais? Il n'y a aucun homme qui est impuissant, ça n'existe pas. Et puis voilà, il était furieux que moi, jeune réalisatrice et femme, je parlais de l'impuissance des hommes africains, parce que les hommes africains, ça n'existe pas d'impuissance. Sûrement, ça a dû toucher Anna. Ouais, c'est sûr. Mais comment vous arrivez à, par exemple, le film Les Frontières, comment vous arrivez à rentrer dans le mind de ces personnages-là? Parce que quand j'ai suivi le film, il y a beaucoup d'histoires que ma mère me racontait parce qu'elle a fait ses voyages, ces mêmes voies-là au Nigeria, tout ça. Et il y avait tellement de détails dedans que ça m'a ébloui et je me demandais c'est comment. Je sais que vous n'avez pas été commerçante sur cette voie et je me demande toujours comment vous y arrivez à rentrer dans le mind de ces personnages-là. En fait, moi, j'ai différentes façons, bon, pas différentes façons, je dirais plus, j'ai une façon particulière quand je fais un film. C'est vrai que à chaque film que je fais en Afrique, c'est une découverte pour moi. C'est une découverte de mon Afrique, c'est une découverte de la situation socio-économique de ce qui me présente là. Particulièrement pour Frontières, évidemment, je n'avais jamais fait la route. Voilà, je commence mes histoires avec une fiction, je commence une histoire toujours avec quelque chose qui m'a un peu touchée, où j'ai entendu parler de XY, parce qu'évidemment, avec Frontières, ça a commencé parce que les gens, évidemment, parlaient toujours des migrants qui quittaient l'Afrique pour aller vers l'Europe. Mais entre nous ici, j'entendais beaucoup, oui, c'était difficile au niveau de la frontière, c'était si, j'entendais ça beaucoup. Mais je me disais, mais comment ça se fait, étant donné que c'est une zone de libre circulation de personnes et de biens, comment se fait-il? Est-ce que c'est vrai? Bon, bref, après, j'ai écrit ça vraiment naïvement, avec une fiction, je voulais montrer des femmes. Mais à chaque fois que j'écris, il y a une chose qui est importante pour moi, je vais à la source et je fais le parcours. Je fais le parcours. Donc, avant de tourner, avant de finaliser mon scénario, qui était prêt au niveau fictionnel, je suis partie à Dakar avec une équipe et nous avons fait toute cette route. On est parti à Dakar et on a fait Mali, Burkina, Niger, Niger et puis jusqu'au Nigeria. Donc, j'ai observé ce qui se passait et j'ai parlé à des commerçants, j'ai parlé à des douaniers, j'ai parlé... Et puis, j'ai vu. À un moment, je vous avoue que comme j'étais avec des Européens, on était dans une voiture privée, donc on ne nous embêtait pas trop. À un moment, en mi-parcours, j'ai dit, vous savez quoi, on ne va pas avoir ce qu'on veut. Parce qu'ils se méfient. Ils se méfient, bon voilà, parce qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai qu'on avait des autorisations pour passer et tout ça. J'ai dit, il faut qu'on rentre dans un bus et on joue comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde pour savoir. Et c'est ce qu'on a fait à un moment du parcours. Et puis, voilà. Donc, je suis sur le terrain et je suis et je regarde et j'observe. Et après, maintenant, je reviens et je finalise mon scénario. Donc, c'est peut-être cette méthode-là que vous sentez un peu plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils regardent mes films, ils disent que ça proche même du documentaire tellement que c'est réel. Oui, ça c'est vrai. Et la complexité des personnages. Par exemple, il y a la Nigériane qui
commence le film comme un peu du genre elle est méchante et à la fin elle meurt en défendant quelqu'un. Ouais. Et il y a l'une des actrices principales qui commence le film et c'est à la fin qu'on voit pourquoi elle agissait comme ça. Ouais. Et c'est avec tout ce boulot, du fait que ces gens, du fait que les histoires sont réelles et vous arrivez à refléter tout ça, c'est impressionnant. Merci, Yeah. merci. Et je vois du début du film, ça commence avec une idée jusqu'à la réalisation. Il y a toutes ces périodes difficiles que nous, on n'arrive pas à voir. Parce que ce qu'on arrive à voir, c'est le produit fini. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à passer par ces étapes-là? En fait, vous savez, je dis toujours que un film, c'est comme un bébé que vous accouchez. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut avoir l'intention. C'est-à-dire qu'une grossesse, c'est un enfant désiré. Il faut que je précise que c'est un enfant désiré. Donc, du moment où vous le désirez, vous commencez à passer dans le moyen de pouvoir le faire. Et ces étapes-là, c'est vrai que d'habitude, mes idées me viennent comme ça. Je ne sais jamais, à chaque fois on me demande c'était quoi votre inspiration. Et c'est une question que je déteste. Quand je présente un film, c'était quoi l'inspiration? Et je ne sais jamais répondre à cette question parce que je ne sais jamais à quel moment cette idée m'est venue. Je suis une créatrice ou peut-être une scénariste, mais je n'aime pas m'appeler scénariste parce que je ne suis pas formée scénariste. Qui ne travaille pas bien quand on l'isole. Vous savez, il y a des scénaristes, il y a des écrivains qui aiment partir loin dans l'isolation, dans le silence, et puis après, moi ça ne marche pas. Moi, j'ai mes idées, peut-être même avec cette interview, je vais avoir une idée. Donc, c'est vraiment avec l'échange des gens. Je suis très visuelle quand je me balade, j'entends du bruit, et l'idée vient comme ça, et puis après, ça commence à se développer. Pourquoi est-ce que je ne sais jamais après où l'inspiration est venue? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas vraiment une scénariste, mais avant que je commence à prendre un bic ou aller sur mon ordinateur pour écrire, c'est que le film est déjà prêt dans la tête. Je l'ai développé peut-être pendant 1 an, pendant 6 mois, dans la tête du début à la fin. Je travaille les détails dans la tête. Tout est là. Tout est là. Et je sais que des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, t'as déjà fini ton scénario ?» Mais ils ne savent pas combien de temps ça mûrit à l'intérieur. Parce que quand je viens sur l'ordinateur ou sur le papier, quand je commence à écrire, je ne fais que verser tout ce qui a été nourri dans la tête. Donc, voilà. Donc, ce processus-là, c'est un processus assez long et assez mentalement difficile pour moi parce que, vous savez, quand vous avez quelque chose dans la tête, ce n'est ça que vous vivez. Bon, après, voilà, c'est la partie, quand j'ai le scénario, la partie la plus difficile et que je déteste. C'est vraiment la recherche des financements. Ça, c'est le truc le plus pénible qu'un artiste doit subir. Bien que, en tant que réalisatrice, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon boulot. Il y a des producteurs qui sont là pour faire tout ça. Mais malheureusement, c'est vrai que quand on a une certaine autorité en Afrique, si le producteur n'est pas très connu, si le producteur n'est pas... Voilà, c'est vous qui devez vous mettre au devant pour que les gens vous écoutent, pour que les gens ouvrent les portes. Donc, bien que j'ai des producteurs qui aussi font leur boulot comme ils peuvent, je suis obligée de rentrer dans la danse pour pouvoir aller ouvrir certaines portes. Et c'est cette partie vraiment que je déteste dans mon métier. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième étape. Et puis après, quand le financement est bouclé, là maintenant je rentre dans mon élément. Ça c'est la partie que j'adore. Voilà, je commence à chercher mes acteurs, je commence à travailler avec mes acteurs. On va sur le plateau, après il y a des hauts et des bas. Vous savez, quand vous aimez votre métier au plus profond de vous, quand la production commence, quelles que soient les difficultés, elles sont là, quoi. Vous pouvez pas faire un film et puis tout va être rose, c'est pas possible. Ça c'est vrai. Et jusqu'au montage, et puis après voilà, le montage aussi est une autre étape que j'adore parce que c'est vraiment là-bas que le film se crée. Parce que même en tournage, le film n'est pas encore le film. C'est vraiment en montage que vous allez savoir ce qu'il est. Donc voilà un peu... Ça veut dire que vous travaillez
de A à Z. Ça veut dire, les acteurs, ils finissent et ils rentrent chez eux. Exactement. Vous avez commencé depuis le début avec les idées, vous écrivez le film et dans le montage aussi, vous êtes derrière là. Exactement. Au Burkina, ici, comment vous arrivez à avoir les financements au Burkina ici? Parce que je sais que beaucoup de gens se plaignent du fait que on n'est pas soutenu côté cinéma. Est-ce que vous vivez ce même problème ou chez vous c'est un peu différent? Oui, évidemment que je vis ces mêmes problèmes, mais je ne me limite pas au Burkina. Au Burkina, ok. Je ne me limite jamais au Burkina. Si j'ai une opportunité au Burkina pour avoir un financement, mais je vais aller le chercher. Si je n'ai pas d'opportunité, mais je ne m'assois pas pour me dire que le Burkina ne m'aide pas, ou le gouvernement ne m'aide pas, ou le ministère de la Culture ne m'aide pas, ou bien les privés ne m'aident pas. Je pense que c'est la responsabilité du créateur de forcer, de taper toutes les portes possibles. Et si je suis arrivée où je suis arrivée aujourd'hui, c'est que quand je tape une porte, je ne la laisse pas jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Quel que soit l'endroit où je vais aller taper la porte. Voilà. C'est vrai qu'en 20 ans de carrière, vraiment la première fois que j'ai été soutenue par le Burkina, par mon pays, c'est mon dernier film d'errance, où quand même j'ai eu une somme assez conséquente, parce que je faisais partie des deux lauréats du long métrage que le président du Faso avait soutenu. Mais avant ça, voilà, je suis partie au niveau international, je pars vers les financements internationaux, j'essaie de goupiller mes financements de gauche à droite, où je peux aller, et puis après, si dans mon pays j'arrive, ou qu'il y a une opportunité, j'y vais, si ça marche bien, si ça ne marche pas, ça ne m'arrête pas, je continue. Il y a, depuis un bon bout de temps, on n'a pas eu un film burkinabé comme Étalon de Yenega. Qu'est-ce que vous pensez de cela? D'où ce manque de sélection? Vous savez, cette question ressurgit tout le temps. Je vais parler personnellement. Parce que je pense que parce que cette nouvelle génération de cinéastes, c'est-à-dire nous, qui sommes rentrés, qui avons en fait ce pied entre l'analogique et puis le numérique, on est arrivé. Et après, donc, quand le numérique est arrivé, il y a eu un boom du numérique où tout le monde pensait que c'était facile. Et même les Occidentaux, je me rappelle très bien, quand c'est venu, on disait oui, le numérique, c'est la solution pour l'Afrique. Parce que notre cinéma ne se vendait pas, parce que notre cinéma, blablabla, parce que les gros budgets, on n'avait pas besoin de faire de gros budgets de notre cinéma. Et donc après, voilà, il y avait une nouvelle génération qui arrivait, beaucoup qui ne connaissaient même pas c'était quoi l'analogique, et qui ont pris une caméra, et puis bon, tout le monde et n'importe qui faisait du cinéma. Mais du cinéma, pour moi, lazy, du cinéma paresseux. Parce que c'est pas parce que vous faites de l'analogie, du numérique, du digital, que les contraintes esthétiques et toute la logistique ne doit pas être présente, et la rigueur ne doit pas être présente. Parce que bon, après, quand je dis lazy ou paresseux, avec le digital, on reprend 10 000 fois, 50 000 fois la prise, on s'en fout. Mais quand vous connaissez c'est quoi la pellicule, vous n'allez pas vous permettre de reprendre et de reprendre. Donc, en connaissant la pellicule, vous avez une certaine rigueur dans votre travail et une perspective. Voilà, il faut un professionnalisme et il faut être perfectionniste entre guillemets, parce que vous ne voulez pas perdre votre pellicule qui coûte extrêmement cher. Donc déjà, il y a eu premièrement ce déclin de cette nouvelle génération, et même l'ancienne génération aussi a eu du mal, pour moi, à s'adapter à cette peut-être facilité du numérique où les choses partaient comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai aussi qu'avec ce numérique, les bailleurs de fonds ont dit, ben voilà, avant, la génération d'Idrissa, des Gaston, voilà, pour faire un film, on avait vraiment besoin de 1 milliard, 1,5 milliard pour faire un film. Bon, maintenant, l'analogique est venue, le digital est venu, on n'a pas besoin de leur donner autant d'argent, bien que les autres continuaient.
ils avaient mis dans leur tête que c'est pas parce que c'est du digital qu'il faut enlever cette rigueur. Bon, maintenant, quand on prend le cas du Burkina, avec les talons, donc on a eu une régression de notre cinéma. Ça, c'est clair, donc on le sait. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je sais, par exemple, quand je prends mon cas, là, 2 FESPACO qui se sont suivis, on m'attendait, entre guillemets, pour ramener ce trophée. Maintenant, on me dirait que, ouais, j'étais déçue, blablabla. Vous savez, je ne suis pas rentrée dans ce métier pour, soi-disant, brander un trophée. Je suis rentrée dans ce métier parce que j'adore ce que je fais. Je ne sais pas quoi d'autre je ferais si on m'enlève ça. Je ne sais pas quoi de ce que je ferais de ma vie si on m'enlève ça. Étalon ou pas, je pense que de continuer à pointer le Burkina en disant « Ah, vous n'avez pas les talents, vous n'avez pas les talents », est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est la bonne vision? La vision, c'est que oui, on peut ne pas avoir les talents, mais est-ce que nos films représentent notre culture dans le monde? C'est le plus important. Parce que je peux avoir les talents de Nyenenga. On peut me le décerner, ce talent. Et ce film reste ici. Et ce film reste dans notre petit cercle africain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que les talents déterminent la carrière d'un film? C'est la question. Oui, je vois. Donc, bon, je pense que le constat n'est pas que nous devons toujours dire pourquoi nous n'avons pas des talents depuis. Oui, il y a eu une régression de notre cinéma à cause du numérique, ça c'est un. Mais aujourd'hui, je pense que les bailleurs et les gens ont compris que même si c'est du numérique, il faut assez d'argent pour faire un bon film. Et aujourd'hui, je pense que nous avons repris le niveau petit à petit en montrant que nous sommes capables de le faire. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, les talents ou pas pour les films burkinabés, d'abord, il faut qu'on reconstruise notre cinéma. Il faut qu'on se remette au niveau international parce que nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Donc, si aujourd'hui, moi, Apolline Traoré, on me dit, tu n'as pas les talents, mais tu vas à Cannes, excusez-moi, je ne vais pas vous... Voilà, je reste... Je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien en tant que Burkinabé de se dire, oui, j'ai le trophée chez moi, j'ai les talents, mais je préfère une belle carrière pour mon film. Je préfère que mon film soit dans les salles et que ça a un engouement et que ça touche le public. Et que voilà. ça change de vie. Exactement. Que, voilà, d'avoir les talents. Je pense que les talents, c'est vraiment la cerise, une petite cerise sur un gâteau. Si votre film a fait un très beau parcours mondial, puis après vous venez avoir les talents, ça fait chaud au cœur parce que c'est chez vous, c'est votre pays, ça représente. Mais en même temps, ce n'est pas une fin en soi pour moi. Que je l'ai un jour, bien, que je ne l'ai jamais, ça ne m'enlève rien de ma carrière. L'essentiel que j'arrive toujours à financer mes films, l'essentiel que le film que je fais arrive à voyager dans le monde entier. C'est ça ma préoccupation, et à rentrer dans des festivals assez importants. Et même si je pars dans ces festivals et que je n'ai pas le grand prix, ça ne change pas. Mais le fait que je sois présente dans ces festivals et que je sois présente au FESPACO, c'est déjà très important. Et voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un FESPACO où le monde va presque éclater dans la salle. Ce sont des sensations extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. J'ai appris que pendant certains festivals, il y a beaucoup de réalisateurs qui n'aiment pas assister à la présentation de leur film. Je ne sais pas si vous... Ah bon? Alors là, moi, pour moi, c'est un point d'honneur. Je ne supporterai même pas que quelqu'un vienne présenter mon film. Et pire encore, quand on a des festivals, après, pour moi, il est très important d'avoir, parce que dans certains festivals, tu arrives, tu as la possibilité d'avoir un échange avec ton audience. En tout cas, moi, la seule chose que je n'aime pas, par contre, c'est de rester pour voir le film.
Ça, c'est différent. Ah, ok. Mais présenter le film, oui. Moi, personnellement, il faut que je présente mon film, que je regarde qui est dans la salle, et puis après, que j'entende au moins ce que les gens en disent sur le film. Maintenant, c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est difficile de m'asseoir dans la salle pour regarder mon film, parce qu'après, quand vous faites 10 festivals, si vous devez vous asseoir pour regarder le film 10 fois, c'est chaud. Hein. Ouais, vous voyez toutes vos erreurs. Donc, c'est pénible, voilà. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui me disent que vous défendez beaucoup les acteurs. Parce que je pense qu'au Burkina, oui, partout en Afrique, bon, il y a beaucoup d'acteurs qui, côté paye sur les films, ils ne sont pas satisfaits. Et à chaque moment que je cause avec certains acteurs que j'ai rencontrés, ils me disent Pauline Traoré, elle représente toujours. Vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis tellement rigoureuse dans ce que je veux demander à un acteur. Vous savez, si on est réalisateur, on doit comprendre ce que l'acteur vous donne, ce qu'il sacrifie pour vous donner. Et je suis très, très, très difficile et très rigoureuse dans ce que je demande à cet acteur-là. Et je pense que pour pouvoir aller en profondeur et pouvoir aller chercher au plus profond de cet acteur ce que je veux, il faut non seulement que je le mette en confiance, mais que je le mette à l'aise. Parce que, si je ne paye pas un acteur et que je ne le mets pas à l'aise, pourquoi il va s'ouvrir à moi ? Pourquoi il va donner le meilleur de lui-même? Quand il se lève le matin, il doit aller sur le plateau de tournage. Et déjà, il est énervé. Et déjà, il n'est pas content. Et déjà, qu'est-ce que je peux tirer de lui? C'est lui qui va raconter mon histoire. Je dis toujours, il n'y a jamais de mauvais acteurs. Il y a des mauvais réalisateurs. Je suis persuadée de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il est mauvais et que je le caste et que je n'arrive pas à le diriger comme je veux, c'est ma faute. Donc, je ne peux pas regarder un film. Je dis toujours à mes acteurs qu'on est en train de répéter, parce que je prends beaucoup de temps de répétition. Moi, je peux passer 2 mois de répétition avant de rentrer. Je ne prends jamais un acteur qui a un rôle important et aujourd'hui, je t'appelle et demain, tu joues. Ça n'existe pas chez moi. Tu vas répéter pendant 1 mois, pendant 2 mois, pour que je puisse arriver à avoir ce que j'ai besoin de toi. Donc, si je ne lui donne pas, si je ne le satisfais pas, si je ne lui donne pas ce que je devrais lui donner, ce que tout réalisateur devrait donner à son acteur, comment est-ce qu'il va me donner le maximum de lui-même? Comment je vais le pousser? Comment je vais l'atteindre? Donc, ces gens-là, ces acteurs, sont ceux qui vont raconter ce que j'avais dans la tête depuis 1 an, depuis 2 ans. C'est eux qui vont venir parler à mon nom. Et s'ils parlent à mon nom, il faut qu'ils parlent de la manière dont je voudrais que les gens entendent. Donc, s'ils jouent mal et qu'ils le donnent mal, mais mon message n'aurait pas passé à mon goût. Ça, c'est vrai. Voilà, donc, traiter ces acteurs, pour moi, est très, très primordial. Et je dis toujours, quand vous regardez mon film, si vous n'avez pas aimé la performance des acteurs, ce n'est pas leur faute, c'est moi. C'est ma faute, parce que tout acteur doit être une pâte à modeler. Et c'est vous qui l'a modélé. C'est le réalisateur qui l'a modélé. En tout cas, ces gens-là apprécient et ça se voit dans vos films. Et j'ai suivi certaines de vos interviews là où vous disiez vous n'aviez pas fait d'un homme un peu l'acteur principal parce que vous n'aviez pas encore je vous misquote, mais vous n'avez pas encore maîtrisé le mind de l'homme. Et le dernier film, je pense, c'est d'Errance. C'est un acteur, c'est un homme. Comment vous êtes arrivé à rentrer dans son mind pour... Écoutez, c'est vrai que l'acteur principal, c'est un homme, mais je pense que il y a quand même une petite fille qui est là. Oui, mais... qui est là, mais bon, c'est vrai que je dis toujours que si je n'ai
pas un film concentré sur un homme. Je dis toujours que je n'ai pas encore saisi la complexité masculine. Oui. Parce que c'est vrai que tous mes films, quand vous regardez tous mes films, je suis concentrée plus sur la femme. Bon, c'est vrai qu'avec Jimmy, je connaissais quand même Jimmy, je connaissais un peu sa famille, je connaissais un peu son parcours. Donc, je l'avais suivi depuis ses débuts dans Heroes et tout. Donc, je connaissais un peu quel genre de personne il était. Et donc, avant même de rentrer dans le film, je le connaissais un peu quand même. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été un peu plus facile pour moi de justement rentrer dans sa tête et de l'amener. Au début, j'avoue que Jimmy n'aimait pas faire les répétitions. Voilà. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire, tout ça. Et c'est vrai aussi qu'il avait un calendrier chargé, donc il est venu à quelques jours du tournage. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que quand il prend son scénario, qu'il lit une fois, deux fois, il a maîtrisé son texte. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Il y a certains qui vont passer 2 jours, 3 jours pour maîtriser une séquence, mais lui, il le lit et puis voilà. Mais après, vous savez, je pense que j'ai fait de mon mieux de faire sortir le meilleur de lui. Mais voilà, je ne sais pas. Je pense aussi que il avait aussi une grosse expérience derrière aussi, qui m'a aidé à l'emmener. Mais donc vous voyez un peu, si je peux comparer Jimmy avec la petite, le gabarit de Jimmy avec son expérience et la petite qui n'a jamais joué de sa vie. Oui. Voilà, donc... Et la petite, il y a des phrases, je me rappelle, Antoine dit que non, je vais la miscoter, mais elle dit, du genre, son papa préfère le garçon. Un garçon, c'est ça. Préfère un garçon. Et ça m'a choqué un peu parce que c'est une réalité. Et encore, dans beaucoup de vos films, ça ressort. C'est tellement complexe que, franchement, c'est comme si c'est comme si c'est vous qui... c'est comme si vous avez vécu tout ça et vous reflétez ça sur les écrans. Et c'est très bien. C'est moi, Zafira. C'est le titre, non? C'est ça. Il y a la maman qui est en train de modeler son enfant comme elle veut. Et je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais j'ai l'impression que chez nous, dans nos sociétés, et chez d'autres personnes aussi, les mères, elles font toujours ce qu'elles veulent avec les filles. Ce que je veux dire, c'est elles choisissent tout pour la fille. Et quand la fille grandit, il y a des décisions qu'elle n'arrive pas à prendre. Par exemple, quand un homme et une femme rentrent dans une boutique, l'homme, généralement, pas à chaque moment, prendre ce qu'il veut et repartir. J'ai l'impression, parce que j'ai vécu ça avec certaines filles dans ma famille. Pour choisir quelque chose, leur maman est toujours non, il ne faut pas prendre cela, il faut prendre ceci. Et j'ai dit, il faut la laisser faire son choix parce que à la fin, c'est le choix de sa maman. Vous pensez que ça, c'est une réalité, ça a de l'effet sur l'enfant si elle grandit? C'est bizarre que vous me dites ça, parce que moi, quand je faisais Moi Zafira, c'était plus l'influence du père. Parce que cette histoire est un peu mon histoire, mais camouflée, entre guillemets. Je m'explique parce que moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est que ma mère était ma plus grande fan. Elle adorait ce que je voulais faire et comme je vous ai dit au début de l'interview, c'est elle qui m'a fait venir au Burkina. Sans ma mère, je serais peut-être toujours à Hollywood. Je serais toujours en train de peut-être me chercher, qu'est-ce que j'en sais. Mais j'ai grandi dans une famille où mon père était un diplomate. Voilà, c'était carré. À la fin du mois, tu as ton salaire, tout est carré, machin et tout. Et quand j'ai eu mon bac, avant mon bac, peut-être 2-3 ans avant ça, je disais toujours que je voulais faire du cinéma. Mais exactement quoi dans le cinéma, je n'étais pas encore claire, j'étais jeune. Quand j'ai eu 17 ans, je m'apprêtais à aller aux États-Unis et j'ai dit, c'est vraiment ça que je voulais faire. Mon père, en fait, il a réalisé que tout ce que je disais, c'est que j'étais sérieuse. Et là, il me dit non. Il me dit complètement non. Et je me suis battue. Je me suis battue pour qu'il accepte. Je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait 6 mois sans aller à l'école parce qu'il a refusé de payer mon école de cinéma.
Et ma mère a intervenu en disant, la seule manière que tu pourras faire ton école, va faire un autre métier. Et tu auras un diplôme normal, entre guillemets, qui va le soulager. Et comme ça, tu pourras le faire, le cinéma. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de l'hôtellerie. Okay. J'ai un associé de l'hôtellerie. Plan B. Plan B, exactement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, moi, Zafira, c'était une exagération, en fait, peut-être de mon histoire, mais aux côtés de la maman. Pour moi, personnellement, peut-être, oui, je pense que la femme, en général, elle est très indécisive dans tout. Mais je ne pense pas que ça... Mon analyse, je ne pense pas que c'est la maman qui la guide, mais elle-même, elle a été guidée. Est-ce qu'on peut leur enlever ça? Elle a toujours été guidée. Une mère va guider sa fille pour aller vers le meilleur. Mais le père, par contre, il impose. C'est la différence, voilà. La maman, elle va influencer, elle va te manier d'une certaine manière. Mais le père, c'est ça ou c'est pas ça. Voilà, c'est moi mon expérience. Maintenant, après, c'est vrai que chaque personne pourrait avoir son expérience. Mais voilà, dans moi, Zafira, pour moi, c'était de montrer aux parents, vraiment, que deux fois, on prend les enfants comme vraiment des enfants. Pourtant, à un certain âge, il y a certains qui savent exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on a l'habitude, on se dit, oh, il est trop jeune, elle est trop jeune pour savoir ce qu'elle veut. Et donc, c'est nous, en tant que parents, qu'on essaie de les guider en leur disant, bon, ici c'est bon, bon, ici c'est pas bon, bon, non, ça c'est bon. Mais c'est un rôle, moi je pense que c'est un rôle normal de tout parent. Mais la différence entre la femme et le père, la mère et le père, c'est que la mère va essayer de te guider. Mais le père, deux fois, j'ai bien dit deux fois, c'est pas tous les hommes. C'est carré, c'est comme ça que tu dois le faire. Et puis en tant que figure paternelle, tu ne peux que fermer ta bouche et tu suis. Mais avec la mère aussi, tu peux négocier. Tu peux beaucoup plus négocier avec la mère que le père. Oui, et avec le père, ça amène une rébellion. Ah, c'est ça, exactement. Mais voilà, pour moi, Zafira, c'était plus une caricature de moi-même, mon histoire, qui donnait un message aux parents que quand l'enfant sait exactement ce qu'il veut, il faut le laisser. Et laissez-le aller. Il peut se casser la gueule. Quels sont vos projets futurs? C'est toujours... le projet futur, c'est toujours un film. Je suis en préparation pour mon prochain. J'espère pouvoir le tourner en 2021, Inch'Allah. C'est encore une période de recherche de financement qui n'est pas évident avec le Covid, évidemment. Ça, c'est un gros problème, mais on essaie quand même de trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir parce que, comme je l'ai dit au début, si vous m'enlevez ça, je ne sais pas quoi faire d'autre. Le Covid a dû vous... Ça m'a vraiment limé, oui. Ça m'a limé, ça m'a fouetté en plein cœur. Je pense que le milieu en cinéma a beaucoup subi à cause du cinéma. Franchement, merci beaucoup pour nous avoir acceptés chez vous et nous accorder ce temps. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci. Ouf. It's a wrap. Thank you so much, man. Welcome.